La Voix des auteurs, un podcast de librairie Furet du Nord de Citre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de La Voix des auteurs. Avec Les hommes ont peur de la lumière, publié chez Belfond, Douglas Kennedy revient à ses premiers amours, ceux du roman noir. Profondément ancrée dans l'actualité, cette histoire est celle de Brendan, chauffeur Uber qui va être témoin d'un attentat perpétré par des militants anti-avortement. Un thriller haletant que vous raconte Douglas Kennedy lui-même, interrogé par Frédéric Laune. Bonsoir, soyez bienvenus au Garage qui est en partenariat avec le Furet du Nord est très heureux de recevoir Douglas Kennedy pour son nouveau roman intitulé Les hommes ont peur de la lumière, c'est publié chez Belfond. Pour tout vous dire, il y aura l'an prochain 25 ans que j'ai rencontré pour la première fois Douglas Kennedy, qu'on avait invité à Lille pour son premier roman, qui était un gros succès. C'était mon deuxième roman. Un deuxième, parce que le premier, justement, vous me volez ma question, j'allais vous dire ça, puisque le premier publié après était lui aussi un roman noir. Et là, Douglas, vous revenez au roman noir d'une certaine façon, puisque l'histoire que vous allez nous raconter, je suis curieux de savoir combien vous avez donné d'argent au juge américain pour qu'il remette cette affaire-là autant en lumière au moment où vous sortez votre roman, parce qu'on ne peut pas être plus dans l'actualité que vous êtes dans l'actualité. Bonsoir à tous. Le truc, il y a 2 ans et demi, je commence de réfléchir de prochain roman. Et c'était les dernières années de mandat de Donald Trump. Et Trump a nominé 2 juges hyper conservateurs, très cathos aussi, du Cour suprême. Oui. Et c'était clair pour moi. Et aussi parce que je vis, en fait, dans le monde actuel. En fait, je lis 5-6 journaux en ligne par jour et 2 en papier tous les week-ends. J'en 6 pour acheter des journaux de papier, en fait, samedi et dimanche. Et c'était aussi clair que de plus en plus, la guerre culturelle aux États-Unis est devenue de plus en plus extrême et aussi l'avortement est devenu un grand problème. Oh oui. Et surtout, c'était ciblé par des néo-chrétiens, des évangélistes et aussi l'extrême droit. L'extrême droit derrière, en fait, les choses contre l'avortement, c'est la misogynie. Franchement, je serai très direct au sujet de ça. Et en fait, la colère de l'homme blanc. Mais derrière de ça aussi, le truc, je ne suis pas quelqu'un avec un agenda politique. Je ne suis pas quelqu'un, mes politiques sont centre-gauche, mais j'aime le centre. Je pense que le centre, il y a un équilibre là-bas. Et de plus en plus, on vit dans un monde où il n'y a pas de centre, où le centre commence à diminuer. Et aussi pour moi, en fait, même si on a des idées politiques et au sujet de la société entière, au début et à la fin, je suis romancier. Et il faut que, en fait, j'écrive une histoire. Et aussi où on est investi dans des personnages. Et puis, en fait, j'étais à Los Angeles et j'ai commencé d'utiliser des Uber parce que c'était moins cher qu'une voiture en location. Et on peut boire la soirée sans problème. Et aussi, en fait, l'herbe est maintenant légale là-bas. Mais on ne peut pas conduire après ça et on ne veut pas conduire après ça. Donc, j'ai commencé d'avoir une conversation avec beaucoup de chauffeurs d'Uber. Et ça, c'était le début de quelque chose. C'est évidemment le début du roman, puisque ça s'ouvre sur ça, sur un chauffeur qui est dans une passe bien difficile et qui, au fond du fond, a accepté d'être chauffeur Uber, est contraint d'être chauffeur Uber pour pouvoir travailler, pour avoir peut-être une petite chance de donner un coup de pied au fond de la piscine et de pouvoir peut-être remonter un tout petit peu. Mais la question que j'allais vous poser, Douglas, elle concerne la dernière partie, la dernière phrase de votre réponse, c'est
dans quelle mesure le roman permet de raconter l'actualité? Dans quelle mesure c'est peut-être plus facile ainsi de nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Pour moi, je vais expliquer au début, en fait, le chauffeur d'Uber. C'était une conversation. Je suis en train d'aller à Santa Monica. J'ai visité ma fille qui vit, en fait, à East LA, en fait, Echo Park, comme, en fait, Clara. Franchement, j'ai utilisé son appart dans le roman et on est très proches. Mais ce mec, fin de la cinquantaine, un peu costaud, en fait, avec un tatouage de US Marines sur le bras. Et j'ai dit, mon père était dans les Marines. Oui, quand? Deuxième Guerre mondiale. Où? J'ai dit Okinawa, qui était la bataille la plus féroce de Deuxième Guerre mondiale. 200 000 morts pendant 8 mois. Et mon père a survécu. C'était comme la somme de Deuxième Guerre mondiale. Immédiatement, il y avait un point de contact. J'ai découvert que ce mec, en fait, il était ex-vendeur, qui était licencié il y a 2 ans. La seule option pour un Américain, un homme, en fait, à la fin de la cinquantaine, c'est Uber. Et j'ai découvert aussi, il vit dans une caravane, il est homosexuel, et très ouvert de ça, surtout pour un homme militaire. Ça, c'est un grand changement aux États-Unis. Je lui ai dit, pouvez-vous me donner votre 06? J'ai beaucoup de questions. J'ai expliqué, je suis romancier, vous pouvez me googler. Il m'a googlé, il a dit oui. Et on a parlé pendant 2 heures. J'ai payé pour ces 2 heures. J'ai insisté pour payer parce que aussi, j'ai compris qu'il a travaillé 70 heures par semaine pour rien. Immédiatement, en fait, j'ai pensé aussi, l'Uber, c'est une grande métaphore pour beaucoup de choses. L'ubérisation de l'économie mondiale, mais aussi un système très darwiniste social aux États-Unis. Ça, c'est le truc, la classe moyenne américaine est cuite. Je suis un membre de la classe moyenne. J'ai grandi à Manhattan. Dans un appart de 60 mètres carrés, on était de la classe moyenne à Manhattan. Ça, c'est impossible maintenant. C'est comme la classe moyenne à Paris. Oui, en fait, c'est impossible. Et jeté hors des villes. Tout à fait. Et donc, ça, c'était dans la tête aussi. Donc, beaucoup de choses. Mais en même temps, en fait, l'idée que je vais écrire un roman noir où on va tourner des pages toute la nuit, j'espère. Non seulement on va tourner des pages, mais en plus de ça, c'était un poltergeist ou quelque chose. Faut pas abîmer les histoires, mais je vous assure que ceux qui, et parmi vous, il y en a beaucoup qui vont avancer. Il y a le chapitre 21 qui est une sorte de western, ça tire de partout. Je n'ai jamais vu ça dans un roman de Douglas Kennedy. Vous verrez ça, c'est terrible. Mais revenons à une cliente très particulière de votre chauffeur Uber. Elle s'appelle Élise. Elle a déjà une immense qualité, c'est qu'elle a été prof de français pendant de très très nombreuses années, et il la prend en charge. Et on comprend bien, à travers le chauffeur que vous avez choisi, comment pour un romancier, c'est intéressant cette position-là, parce que d'un seul coup, il peut se retrouver plongé dans une histoire dont il n'aurait jamais dû s'approcher s'il n'avait pas pris cette cliente dans son taxi. Oui, mais ça, c'est la musique du hasard. La vie fonctionne comme ça. On rencontre quelqu'un et le trajet d'une vie change complètement. Et ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'une grande amitié. Et aussi pour Brendan, une grande découverte aussi. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Je suis très de côte l'Est. Et j'étais très bien éduqué parce que j'ai gagné des places dans un lycée prestigieux et une université prestigieuse. Pas parce que je n'ai pas d'argent, au contraire. Mais la vérité pour moi, en fait, j'ai grandi pendant une période après la Deuxième Guerre mondiale, quand, en fait, au milieu de la guerre froide, mais avec l'idée que, franchement, on a eu une société, un système très admirable. Même si, au milieu du Vietnam, des choses comme ça,
On a eu des manifs extraordinaires. On a changé le trajet de la guerre, même si avec Watergate et Nixon, honnêtement, Nixon, un homme en fait très machiavélique, brillant aussi, franchement, comparé à Trump, en fait, Nixon est maintenant Montesquieu, Clémenceau, la vérité. Mais aussi, franchement, il a fait, en fait, quelque chose contre, en fait, la Constitution. Le Congrès et le Sénat a dit au revoir. Vous êtes fini. Le système a marché. La vérité pour moi, avec Élise, c'est une femme, en fait, 70 ans, à peu près. Elle a fait la retraite universitaire, une veuve, une femme de Côte-Est qui a épousé, en fait, un homme de Côte-Est, mais qui a commencé d'avoir une carrière comme franchement, en fait, un avocat gauchiste qui travaille pour des syndicats de Côte-Ouest. Et elle est devenue une Angelino, comme on dit, en fait, un résident de Los Angeles. Mais quelqu'un, en fait, pas bling-bling. Ça, c'est une autre chose dans le roman, en fait, une petite digression. J'ai décidé de montrer Los Angeles complètement en dehors de Hollywood, même si on rencontre, Brendan a deux clients, en fait, de Hollywood. Scénariste. Oui, et aussi la femme avec Élise. Mais aussi, j'ai écrit dans un calepin au début de l'écriture un roman à Los Angeles sans une scène sur une plage ou à côté d'une piscine. Donc, c'est un Los Angeles vraiment, en fait, des autoroutes, des petits quartiers, franchement, de la classe moyenne, certains quartiers de la classe professionnelle, mais aussi des grands embouteillages aussi. Donc, Élise, oui, elle n'est pas bling-bling, elle est raffinée, elle a 3 journaux dans son sac à dos, elle demande d'écouter la radio publique, elle est polie. Elle est respectueuse, exactement. Et respectueuse, et aussi intéressée par Brendan. Et puis, en fait, ils arrivent dans un centre commercial où derrière une porte sécurisée, il y avait une clinique d'avortement. Et après ça, je ne vais pas cacher le roman. Mais en fait, elle est une doula. Et ce qu'on peut souligner, Douglas, c'est que justement, pour avoir, vous, largement sillonné les États-Unis et avoir vu ce pays des fous de Dieu ou de Dieu. Ce que vous avez choisi, c'est la Californie, un endroit où on pourrait imaginer que l'avortement n'est pas un combat de rue, où ça devrait être possible encore. Oui, oui. Je vais expliquer, en fait, quand j'ai dit Élise est une doula. Un doula, c'est quelqu'un, en fait, ma fille elle a grandi à Londres et donc elle est anglaise, mais aussi avec un passeport américain et maintenant irlandais aussi à cause du Brexit. Parce que je suis irlandais aussi. Elle est une prof de drame, une femme africaine-américaine qui a expliqué qu'elle était une doula dans des cliniques d'avortement. Un doula, c'est quelqu'un qui est là-bas dans une clinique et si une femme arrive sans une famille, sans une épouse, sans une partenaire, une conjointe, en fait, oui, et qui a besoin d'être proche d'elle pendant le processus, avant, pendant et après. Et Élise a décidé de faire ça gratuitement après sa retraite. Et aussi, c'est un acte, franchement, pour des femmes, aussi féministes. Immédiatement, ça m'a intéressé. J'ai trouvé une douleur, on a parlé pendant 2 heures, et aussi j'ai trouvé, en fait, une femme, en fait, hyper pro-vie. La tante d'une petite amie qui vit au Canada, mais sa tante vit aux États-Unis, hyper catho. Et on a parlé 3 heures parce que c'était impossible de terminer la conversation. Elle était assez fanatique, mais
J'ai écrit, il y a, oh mon Dieu, c'est 34 ans, au Pays de Dieu, une histoire, un récit de voyage où j'ai voyagé dans le sud des États-Unis pour rencontrer des néo-chrétiennes. Et si on est respectueux, toujours avec les gens, même si on pense, oh mon Dieu, en fait, waouh, on découvre beaucoup. Et si on pose des questions respectueuses, oh, et pourquoi vous pensez ça? On a des matériaux extraordinaires. Donc, pour moi, Élise, elle est, franchement, elle est un symbole d'un endroit, en fait, de plus en plus marginalisé aux États-Unis, des intellectuels, et qui sont dans des yeux de partis républicains et l'Amérique profonde, en fait, les élites, comme moi. Ce qui est important de préciser, Douglas, c'est de dire aussi que la vie de Brendan n'est pas seulement très compliquée au travail, elle est aussi très compliquée lorsqu'il se tourne vers sa vie privée. Parce que des mariages, on en a vu un certain nombre dans vos romans qui évoluent de différentes façons. Celui-ci, j'ai envie de dire qu'il est particulièrement bien raté aussi. Oui, c'est bizarre parce que pour la première fois, en fait, j'ai un héros qui n'est pas un lâche, un homme qui n'est pas un lâche, qui est franchement bienveillant et aussi avec une grande bonté, oui, et hyper proche de sa fille. Mais j'ai pensé, je n'ai jamais écrit un roman où il y avait un mariage stable. Non. En fait, jamais dans ma vie. En fait, peut-être ça c'est à cause de mes parents et aussi je suis divorcé 2 fois. Je suis vacciné contre ça maintenant. Mais aussi, en fait, c'est moins intéressant. Oui. C'est moins intéressant. Et aussi derrière, et aussi un couple, c'est toujours, en fait, un drame. Vous êtes d'accord? Oui, non, non, non. Ok. Vous êtes rare. Tout le monde a dit oui en même temps, mais pas vous. Vous êtes rare. C'est l'exception qui confirme la règle. Oui, ok, voilà. Mais c'est un bonheur pour le romancier. C'est un bonheur pour le romancier. En fait, tout le monde adore les problèmes des autres. Ça c'est la vérité, en fait. Et aussi le fait que le vernis est très fragile et tout peut basculer. Mais oui, dans sa vie privée, Brendan a épousé une femme de, franchement, son quartier, du même niveau éducatif, en fait, et aussi catho, oui, un bon choix selon son père. J'ai une hypothèse au sujet de la vie. En fait, la plupart des gens ont une voix de l'autorité dans la tête. Et j'en suis sûr de ça. Je connais beaucoup de gens, en fait, des camarades de classe aux États-Unis, talentueux, créatifs, mais aussi ils ont suivi, en fait, papa. Mon père m'a dit la même mère tout le temps, il faut devenir avocat, homme d'affaires, devenir écrivain, vous plaisantez, j'ai fui. Et quand je suis devenu un succès, il était fâché. Pas content, mais fâché, parce que oui, c'était son rêve. Et donc, Brendan, c'est quelqu'un qui a suivi tout ce que papa a dit, tout ce que l'Église a dit, et aussi avec la même femme depuis presque 40 ans, et c'est un mariage complètement plat. Ils ont perdu un enfant très tôt. Elle est devenue hyper catho, et de plus en plus, il n'a pas une vie intime. Il dort dans des chambres différentes. Il n'a pas beaucoup d'argent. Elle a eu, en fait, une crise des nerfs après, en fait, la mort de leur fils quand il était un bébé. Elle ne travaille pas. Mais maintenant, elle est très impliquée dans le mouvement pro-vie et contre l'avortement. Donc, je créais, franchement, en fait, une situation très compliquée. C'est drôle ce que vous disiez à l'instant sur le papa qui, dans la tête, dit au fils ou à la fille ce qu'elle devrait faire.
votre héros s'attache justement à ne surtout pas faire ça avec sa fille. Et pourtant, elle se retrouve dans des situations un peu plus complexes, un peu plus dangereuses. N'importe quel père serait tenté de lui dire « fais ceci, fais cela », ne serait-ce que parce qu'il a peur pour elle. Il s'attache tout le temps à ne surtout jamais faire ça tout au long du livre. Ça c'est intéressant parce que Brendan, typiquement, d'après mon expérience, j'ai dit ça quand j'ai commencé à parler avec un psy il y a 25 ans, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs de mes parents avec mes enfants. Et je pense que j'ai évité ça. Mais Brendan, franchement, il est quelqu'un comme ça. En fait, oui, il a une fille, Clara, qui est à 24 ans. Quand ma fille a lu le roman, elle me dit, c'est moi, papa. Et j'ai dit, plus ou moins, en fait. Est-ce que je suis Brendan? Non, mais le fait qu'on est très proches. Et aussi son point de vue de sa génération, en fait, très progressiste, très féministe. Elle travaille dans un refuge pour les femmes battues. Elle est complètement aliénée de sa mère, complètement. Et aussi, en fait, elle est quelqu'un, en fait, très, très attaché de son père. Et elle voit que pour lui, en fait, la vie est une grande lutte. Donc, beaucoup de choses. Et aussi, il est un prêtre, Tudor, qui est son meilleur ami de l'enfance. Oui. Maintenant, il est prêtre à Los Angeles, hyper ambitieux. Un aspect impitoyable aussi. Cupide? Oui, tout à fait. Impitoyable. Et aussi très, très pro-vie. Avec un mec derrière de lui, un homme riche. Un vrai voyou. Donc, dans moins de 300 pages, c'est très dense. Ça l'est d'autant plus que je vais essayer de ne pas abîmer la fin, mais sur ce qu'on vient de dire sur les rapports mère-fille, donc dans la famille de Brendan, on a aussi, à la fin, et vous verrez, vraiment, je ne vous dis pas pour pas abîmer, hein, on voit aussi la fille d'Élise apparaître dans les circonstances que vous découvrirez, et on voit aussi à quel point vous donnez comme une sorte d'autre image, d'autres reflets de mère-fille. Avec Élise, on pourrait se dire, vu comme vous venez de la décrire, que ça doit se passer merveilleusement avec ses enfants et tout. Et vous montrez à quel point c'est compliqué aussi dans ce sens-là. C'est ça qui est dans le roman plus intéressant encore. C'est intéressant parce que, oui, voici Brendan, il n'est pas très éduqué. En fait, franchement, il lutte tout le temps, il travaille 70 heures. Il devient le chauffeur pour Élise. Élise, elle n'est pas riche, mais elle est très confortable. Oui, pas de problème d'argent. Oui, il n'a pas de problème d'argent. Elle est hyper éduquée, Harvard et Paris 4. Et franchement, en fait, le fait que Brendan est proche de sa fille, et il y a une vraie amitié, en fait, pour Élise, c'est triste parce que sa fille, et j'ai décidé, c'est toujours intéressant, en fait. J'ai dit une fois à ma fille, qui est jeune écrivaine à New York, elle a juste terminé, en fait, son premier roman, co-élevé, en fait, 19 ans, et elle a gagné une place à CalArts, qui est avec Juilliard, le meilleur, en fait, conservatoire de drame aux États-Unis, 38 places par an, 19. Mais je lui ai dit, si tu veux, en fait, faire un rebelle contre moi, tu vas épouser un expert comptable. Et oui, et la vérité, fréquemment, en fait, ça c'est un acte de la rébellion de l'enfant d'être contre toutes ses parents. Et dans le cas d'Élise et son mari, qui est mort maintenant, leur fille unique est devenue une Golden Girl de Wall Street et aussi très, très, très républicaine. Elle croit en fait en Trump et ses valeurs et des valeurs d'une économie en fait libérale, mais hyper libérale, hyper capitaliste. Et elle a un aspect impitoyable. Et pour Élise, en fait, c'est sa fille unique. Et il y a un gouffre immense. Donc oui, pour moi, ça c'était intéressant aussi dans le livre. Avant de laisser
le public la possibilité de vous poser quelques questions. Je vais me permettre, Douglas, si vous voulez bien, de prononcer les 3 derniers mots du roman. Ça casse vraiment pas le roman, mais ça m'intéresse vraiment de vous interroger là-dessus. Les 3 derniers mots de Brendan, c'est « J'ai peur ». J'ai peur. Est-ce que vous partagez, au regard de ce qu'ils traversent, eux, avec ce qu'on vient de dire sur l'avortement et sur le monde comme il tourne avec Uber, avec cette classe moyenne qui disparaît, avec tout ce qu'on vient de dire, cette même peur? Et est-ce que cette peur alimente vos romans, vos futurs romans? Oui. J'ai juste terminé, en fait, le prochain. Je ne vais pas parler de ça, sauf, en fait, l'endroit, c'est à l'avenir aux États-Unis. Je vais dire ça, point final. Ça va être notre 2G, mais en fait, oui, c'est en train. Je crie si mais j'ai peur. Qui n'a pas peur aujourd'hui? Oui, mais est-ce que vous avez plus peur, Oui. Douglas? Oui. Oui. Oui, tout à fait, en fait, mais qui n'a pas plus peur aujourd'hui? Mon Dieu, en fait, on a vécu une période extraordinaire avec le Covid, avec le confinement. On a perdu beaucoup de liberté personnelle. Et aussi, même si la seule chose positive de Covid pour moi, c'était Trump a perdu la Maison-Blanche. C'est la seule chose. Mais la vérité, en fait, le Parti républicain a augmenté. Je pense que Biden sera une parenthèse. Mais regardez, en fait, dans tous les pays, en fait, l'extrême droite, et aussi des chefs d'État, en fait, totalitaires. Bolsonaro, Erdogan, en fait, Orban, en fait, de certaine manière, Boris Johnson aussi. Et aussi, regardez, en fait, la situation avec le climat, qui la plupart des gens ignorent, qui sera une catastrophe. Peut-être pas pour moi, hein, je suis de la puce, mais pour la génération de mes enfants, tout à fait. Et aussi maintenant, en fait, on a une guerre ici en Europe. On a une vraie guerre. Et c'est le 3e mois, en fait. Oui, j'étais dans l'ouest des États-Unis, à l'aéroport de San Francisco, pour le vol à Francfort et puis Berlin, où j'ai un appart, le 23 février, et je suis arrivé à Francfort le 24. Et en fait, j'ai reçu des appels. En fait, l'Ukraine était envahie. Oui, en fait. Et maintenant, 3 mois après, et avec Poutine, on a quelqu'un, en fait, son éthique, son moral est hyper dangereux. Donc, qui n'a pas plus de peur maintenant? Honnêtement, en fait. Et aussi, regardez le fait que le centre, de plus en plus, a disparu. C'est inévitable. Et pourquoi tout le monde est si colérique aujourd'hui? Ça, c'est une grande question. En fait, la colère est partout. Pourquoi? Ce n'est pas comme la fin des années 20 aux États-Unis, mais surtout en Allemagne, la fin de la République de Weimar, et le fait que Hitler et son parti étaient élus de manière démocrate la première fois après ça. Oui, tout à fait. Mais honnêtement, on a vécu une période de la paix, OK, avec des atroces comme Bosnie, comme Rwanda, comme le Cambodge. Mais franchement, depuis 1945, une vie assez stable. Et pour moi, je me souviens des années 90. J'ai pensé, franchement, en fait, il n'y a pas de conflit. En fait, oui. OK, des atroces comme Bosnie. Mais franchement, c'était la fin du communisme, la fin du système totalitaire dans des pays de l'Est, la réunification des pays de l'Est, et une période stable et très centriste. C'était, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Oui, et franchement, c'était l'époque de Chirac ici, c'était l'époque de Clinton, de John Major et Tony Blair. En fait, c'était centre-gauche, centre-droit, mais centre, très centre, et stable. Et puis, le 11 septembre est arrivé. Tout commence à changer. Et
On vit avec ça maintenant. Donc oui, j'ai peur. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le... Ah oui, bougez pas. Merci. Bonsoir, merci. Oui, merci beaucoup pour cette rencontre. J'avais une question. S'il vous plaît, oui, pardon. comme ça. Ça m'énerve aussi. C'est bon aussi comme ça. Très bien. Je voulais vous demander pourquoi ce titre, donc les hommes ont peur de la lumière. Ah oui, ça c'est facile. Ah oui, ça c'est très facile. J'ai découvert par hasard une citation de Platon, qui est au début, je vais le lire. Mais oui, et c'est juste ici. On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. J'ai vu ça et j'ai pensé, oh mon Dieu, ça c'est si actuel. Et ça c'est mon titre. En anglais, c'est Afraid of the Light. Et j'ai eu une conversation avec mon éditrice française, Caroline Ask, la peur de la lumière, et j'ai pensé au début, et puis elle m'a dit, en fait, les hommes ont peur de la lumière, et j'étais d'accord avec ça. J'aime le titre parce que c'est une métaphore, mais c'est complètement ouvert. Quelle est la lumière? Dis-moi. Oui, c'est comme quelle est la vérité? Je ne sais pas si j'ai une vérité. Je peux porter un t-shirt avec deux mots. Aucune idée. Merci. On est tout au fond de la caverne, pardon, en ce moment. Une autre question? Une autre réaction? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas une question, mais je voulais juste vous dire, moi, mon roman préféré, c'est Quitter le monde. Et je trouve que vous avez un talent fou pour cerner la psychologie féminine. Et je trouve que... apparemment, Madame est d'accord. Il y a des gens d'accord. Oui, et c'est un vrai plaisir en tant que femme de vous lire quand vos héroïnes sont des femmes, parce que vraiment, vous cernez très bien les femmes. Donc, merci. Merci. Donc, merci, merci. pour en fait, le plaisir que vous donnez. Je peux dire, en fait, le prochain roman a une narratrice. C'est la première fois depuis, en fait, la symphonie du hasard. Je change tout le temps. Ça, c'est une autre chose chez moi. Je n'ai jamais écrit le même roman. J'ai des thèmes constants. Il faut cultiver notre jardin. Ça, c'est Voltaire. Mais pour moi, en fait, il y a des écrivains qui écrivent presque le même roman tout le temps, de manière différente. Il y a des écrivains, en fait, pas très intéressants et aussi brillantes. Par exemple, Modiano, c'est presque la même chose tout le temps, mais c'est Modiano et c'est un génie. En fait, le mec, il a mérité le prix Nobel. Le truc, pour moi, j'aime essayer des choses chaque fois, changer mon style un peu, changer le trajet de roman, oser fréquemment. Isabelle l'après-midi, qui est sortie en juin 20, où quand c'était impossible d'avoir un moment comme ça en public. Mais c'est une histoire d'une 5 à 7 entre un jeune Américain et une Française qui dure 35 ans. Donc c'est une histoire de l'intimité, en fait. Quelle est la fidélité, en fait? Est-ce que c'est vrai que la passion est plus forte si c'est en dehors du quotidien? Beaucoup de choses comme ça. Et aussi une vraie histoire. En fait, celui-ci, j'ai décidé, OK, je vais retourner à mes racines du roman noir, mais essayer quelque chose de très actuel. Avec Quitter le monde, en fait, j'ai écrit ce roman pendant une période très difficile dans ma vie. Et la meilleure copine de ma fille était renversée par une voiture près de chez nous à Londres, et elle est morte. Et j'ai vu, en fait, l'enfance de ma fille, en fait, ça a cassé après ça, oui. Et puis, en fait, j'ai utilisé cet incident horrible et écrit quelque chose de complètement différent. Ça, c'est aussi quelque chose chez moi, en fait.
en dehors de deux nouvelles, en fait, je n'ai jamais écrit quelque chose d'autobiographique. J'utilise ces choses tout le temps, mais ce n'est pas mon histoire, en fait, ma lutte ou des choses comme ça, en fait. Je préfère d'avoir une distance entre moi-même et mes personnages. Mais merci, c'est un de mes romans préférés. Même si votre fille trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'héroïne du roman, finalement. Hein. Un peu. Une dernière question ? Oui. D'abord, merci d'être avec nous. Là, ce serait plus sur la façon dont vous écrivez. Vous avez abordé les thèmes, mais quand vous écrivez, est-ce que vous savez déjà où les personnages vont vous amener, ou est-ce que la réaction d'un personnage vous aide à construire la suite ? Enfin, comment vous avez planifié, on va dire, votre histoire ? Oui, en fait, c'est intéressant l'écriture parce que il y a des écrivains comme des architectes. Tout est planifié en avance. J'ai un copain, j'en suis sûr, vous connaissez Jean-Christophe Ruffin, et grand écrivain. Il est comme un architecte, tout est planifié en avance. Moi, c'est de l'autre côté. J'ai une idée des personnages. Clairement, je connais en fait le lieu, le début du lieu, le dilemme central, et surtout mon narrateur ou ma narratrice. Et le reste arrive pendant l'écriture, et ça m'intéresse. La vérité, en fait, je n'en ai aucune idée de fin de ce roman quand j'ai commencé. Je suis au milieu d'une pièce de théâtre pour la première fois depuis 35 ans. Et j'ai passé en fait un grand week-end après le Salon du Livre à Limoges, à l'île de Ré, ma première fois là-bas. Quel endroit magique. Mais en dehors de ça, j'ai pris en fait le TGV aujourd'hui de La Rochelle à Paris. J'étais au milieu de l'écriture de cette pièce. Et soudainement, quelque chose est arrivé dans la tête. Et ça a changé, en fait, le trajet de la pièce de théâtre. C'est la même chose avec un roman pour moi. Et après, mon Dieu, ça c'est mon 25e livre. J'écris tout le temps. Et aussi, en fait, même si je comprends le processus et j'ai une méthode que j'ai dit dans beaucoup d'interviews, minimum de 2 pages de manuscrit par jour, à peu près 500 mots, 1500 signes. En dehors de ça, le processus reste un mystère. Mais clairement, après 25 livres, j'ai une certaine facilité pour ça. Mais chaque fois, en fait, c'est un nouveau défi. Ça, c'était très maladroit. J'ai des doutes constants quand j'écris aussi. C'est cool. Et honnêtement, en fait, le truc pour moi, c'était simplement continuer, jusqu'à ce que je ne peux pas écrire. Je n'ai jamais eu un problème avec la page blanche. Au contraire, l'écriture pour moi, c'est un équilibre. Et je suis si reconnaissant d'avoir cette vie. Très bien. Oui, non. De toute façon, si, vous pourrez aussi les poser, parce qu'il va gentiment signer les livres aussi. Après, s'il y a des questions en tête à tête que vous préférez poser, vous posez. Il y en a une dernière? Non, oui, non. Merci Douglas d'être venu jusqu'à Lille, ça nous a fait très plaisir. Merci d'avoir écouté cette rencontre avec Douglas Kennedy, enregistrée le 17 mai dernier au Garage à Lille. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast où vous pourrez y retrouver les épisodes précédents avec Pierre Lemaitre, Joël Dicker ou encore Franck Tillier, ainsi que notre autre émission, La Voix des libraires, qui fait la part belle au coup de cœur de nos équipes. À très vite pour d'autres rencontres.